Bonsoir, bienvenue. La chasse fait plus que jamais l'actualité. À 10 jours de son ouverture, les chasseurs sont déjà en repérage. Pendant ce temps, toute la Suisse débat de la nouvelle loi. Un bon compromis pour ses partisans, un raté pour ses opposants. Les deux camps sont ici réunis sur notre plateau. Dans le camp du oui, je reçois le conseiller national Benjamin Roduit. La chasse, l'élu PDC ne la pratique pas, mais il revendique son appartenance à une famille de chasseurs. À ses côtés, Grégory Laujean, seul disciple de Saint-Hubert, ici présent. Le député UDC préside le groupe chasse du Parlement valaisan. En face, on retrouve un autre député, Jérémy Savio, des Verts. L'élu est aussi à la tête de ProNatura Valais. Il vient également combattre cette réforme. Raphaël Arletta est professeur à l'université de Berne. Le Cédunois y dirige le département de biologie. Bonsoir à vous tous et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. La gestion du loup, le pouvoir donné au canton, la place faite aux espèces menacées sont là autant d'enjeux que nous allons aborder tout au long de ce débat. Voilà pour notre menu chasse du jour. Le loup occupe donc une place de choix dans cette révision. Benjamin Roduit, vous avez débattu de cette loi donc à Berne en tant que parlementaire, en tant que conseiller national. Quel rôle ont joué les cantons en général dans le cadre de cette réforme ? Tout d'abord, un petit mot sur les parlementaires, puisque nous avons débattu pendant près de 2 ans pour un objet qui, vous l'avez dit dans votre présentation, pour nous constitue un excellent compromis. Il s'agissait d'éviter finalement d'exterminer des grands prédateurs tels que le loup, mais il fallait surtout régler des conflits avec les populations, particulièrement de montagne. Vous savez que c'est l'un de mes collègues parlementaires, Stéphane Engler, un des Grisons, qui a déposé le texte qui est à l'origine de la loi que nous débattons aujourd'hui. Et c'était à la suite de la réveil ou de la prolifération de premières meutes de loups en Suisse. Alors, quel est la le participation, justement, le rôle des cantons et du Valais en particulier? Est-ce qu'il y a eu un fort lobby? Au final, 7 élus sur 8 ont accepté cette modification. Alors, il n'y a pas besoin de lobby sur cette thématique, car on en parlera probablement tout à l'heure, qui a la meilleure compétence, la meilleure connaissance de notre faune alpestre, si ce ne sont les cantons. Et la loi prévoit une bonne répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Donc je ne crois pas qu'il y ait eu de lobbying. Personnellement, j'ai pris des décisions, j'ai participé à des votes avec mes tripes. Vous l'avez dit, je fais partie d'une famille de chasseurs. Je porte une cravate d'ailleurs avec des motifs de gibier sur celle-ci. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que je suis convaincu qu'il y a un équilibre à trouver et à redonner dans notre paysage alpin, dans nos populations de montagne. Alors, parlons du résultat. Le résultat, c'est cette révision qui est soumise à référendum le 27 septembre. Grégory Laujean, est-ce que pour vous chasseurs, pour vous députés UDC aussi, est-ce que le Valais a su tirer un bon projet au final ? Je crois que c'est un bon compromis. Il y a 2 éléments dans cette loi principaux. D'une part, évidemment, la problématique des grands prédateurs qu'il faut maintenant appréhender. Et d'autre part, également, la protection de certaines espèces. On évoquera tout à l'heure dans la suite du débat. Donc, je crois que cette loi est un bon compromis de ce côté-là. Et puis, il faut savoir aussi, concernant la question du loup, qui est votre premier thème, premier chapitre du débat. Alors, justement, ce loup, aujourd'hui, est-ce qu'il sera tenu, selon vous, selon vos critères, à bonne distance ? Alors, en tout cas, il faut le tenir à bonne distance pour plusieurs raisons. D'une part, en 1986, date de la loi actuellement en vigueur, il n'y avait aucun loup dans notre pays et dans notre canton. Aujourd'hui, Benjamin Roduit l'a dit, on compte 80 individus identifiés. Donc évidemment que ça ne va pas sans conséquences, sans désagréments bien sûr, d'une part pour l'agriculture de montagne et de proximité. On peut penser aux animaux de rente qui sont prédatés chaque année. Donc il y en a près de 600 en Suisse, 300 pour notre canton. Et au-delà des chiffres, c'est surtout des souffrances pour les éleveurs qui sont aux soins de l'économie alpestre. Donc là, il y a quelque part l'avenir du pastoralisme qui est en jeu. Et puis aussi finalement un équilibre entre
entre différentes espèces qu'on a en Valais, puisque le loup, vous le savez, est un prédateur sans discernement qui se livre souvent à des massacres. Donc là, il y a effectivement une nécessité finalement bien de pouvoir réguler le loup. Il ne s'agit pas effectivement de l'exterminer, mais de pouvoir appréhender cette problématique d'une loi qui est vieille de finalement 1986. Justement, alors et j'aimerais juste sur un élément aura le temps d'en parler. Grégory Lejean, s'approche de plus en plus des habitations. On va entendre là aussi, les opposants aussi, si vous êtes d'accord. Raphaël Arlettard, on l'entend, hein, c'est une loi quelque peu vieillotte, 1986. À ma connaissance, elle ne faisait pas mention du loup. C'est normal aujourd'hui de s'intéresser à cet animal, à ce prédateur en premier chef. Alors, cette loi de 1986, elle repose sur 3 piliers. Premièrement, l'exploitation par la chasse. Deuxièmement, la régulation en cas de dommages. Et puis, troisièmement, la protection des espèces. Et ce qu'on remarque, c'est que la nouvelle mouture qu'on essaye de nous fourguer, en fait, elle est complètement déséquilibrée en direction de la régulation et elle oublie complètement les espèces qui sont en péril. Et ça, c'est un problème qui est quand même important, qui est un gros problème à l'heure où on parle de la 6e extinction de masse de la biodiversité. Elle monte sa cible, si j'ose, mais sur la question du loup, est-ce que c'est normal de légiférer finalement sur ce prédateur qui n'existait pas en 1986 ? Alors, on peut se poser la question s'il y a une nécessité de légiférer, étant donné que la loi actuelle permet déjà de prendre des mesures de régulation contre le loup, contre les individus seuls qui souvent commettent des dégâts, parce que c'est souvent ce qu'on appelle des adolescents qui n'ont encore pas le comportement qu'on attendrait d'un loup qui est intégré dans un système social, dans une meute. Et puis cette loi permet déjà de réguler jusqu'à la moitié des jeunes loups d'une meute chaque année en cas de dommages avérés. Donc je ne vois pas en fait en quoi cette loi elle amène un plus, si ce n'est qu'il y a cette volonté d'effectuer des tirs préventifs. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que les critères pour définir en fait la nécessité de tirs préventifs, c'est d'une part des dommages qui sont causés aux animaux de rente. Ça, c'est indiscutable. On doit légiférer là-dessus. Maintenant, il y a un autre problème, c'est qu'on décide par exemple que pour des raisons synégétiques, on peut faire des tirs préventifs sur le loup, c'est-à-dire que si tout d'un coup le tableau de chasse venait à baisser chez des espèces de gibier, on pourrait prendre des mesures pour réguler les loups, ce qui n'est pas acceptable. Et puis, on a le troisième problème, c'est qu'un loup qui attirerait l'attention, et c'est quelque chose qui n'est pas défini correctement dans la loi, pourrait amener à une régulation de cet individu. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que du point de vue légal, attirer l'attention, c'est sujet à une interprétation subjective. Si vous êtes photographe naturaliste puis vous croisez le regard d'un loup, vous allez trouver ça extraordinaire. Si vous êtes un éleveur, vous avez peut-être l'angoisse que ce loup va s'attaquer à votre troupeau. Et beaucoup de choses. On va revenir sur tous ces aspects, s'il vous plaît. C'est le professeur de droit et conseiller aux États Josic qui a dit que cette loi sera ininterprétable par les tribunaux. On va en reparler, mais j'aimerais entendre le 4e intervenant de cette table ronde, Rémi Savio, s'il vous plaît. Sur la question des tirs préventifs, justement, on va rester sur le chapitre du loup, je vous rassure, on va aborder toutes les questions que vous avez déjà mises sur la table, plusieurs chapitres, mais restons sur ce loup qui est somme toute une des pièces maîtresses de ce texte législatif. Qu'est-ce qu'on entend par tir préventif et en quoi ces tirs préventifs vous posent problème à vous, le député Vert, et à vous, le chargé d'affaires à ProNatura ? Alors effectivement, moi je constate premièrement que sur le loup, finalement on peut être d'accord sur une bonne partie de la législation, c'est-à-dire que à mon sens le loup peut être régulé, je peux vivre avec ça dans la mesure où c'est une espèce qui est en progression et puis selon certains critères stricts, on doit pouvoir le réguler à mon sens. Mais effectivement cette notion de tir préventif, elle est extrêmement problématique parce que déjà juridiquement c'est très difficile de juger, on va octroyer cette compétence au canton, avec seulement un avis consultatif de la Confédération et non pas un accord formel. Donc il y aura une grande marge d'interprétation pour les cantons. À quel moment est-ce qu'on tire ? Qu'est-ce qu'on juge comme comportement problématique ? Raphaël Arlettard a cité ces comportements attirant l'attention. Inscrire ça dans une loi, c'est complètement absurde. Et puis un tir préventif, c'est contraire à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant en matière de gestion de la faune. Une gestion doit se faire à partir du moment où des dégâts sont vraiment avérés. Benjamin Rauduit, tir préventif, ces mesures, c'est pas un peu la solution de facilité ? On pourrait trouver d'autres mesures, l'encadrement des troupeaux ou autres, je ne sais, mais est-ce que c'est pas un peu la solution de facilité ? Alors écoutez, une société doit se prémunir contre des dangers, qu'ils proviennent d'animaux ou d'autres horizons. Et qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons une loi qui permet de dire que lorsqu'un loup représente un danger pour l'homme, mais aussi
peut créer des dommages, notamment par rapport aux animaux de rente, eh bien, que sur une analyse qui n'est pas faite seulement par le canton, mais qui est soumise aussi à l'Office fédéral de l'environnement, eh bien, l'on puisse, dans certains cas, tirer ces loups. Prenons le cas du loup du Val-Sauret, dont vous avez rapporté l'actualité récemment. Un loup qui, en 2 attaques, mange 48 moutons. Non. Et que se passe-t-il? L'éleveur, complètement dégoûté, ramène son troupeau en plaine. Décision sur la base actuelle de la loi, eh bien, on ne fait pas de tir, puisque finalement, le garde-manger du loup ne se trouve plus sur place, donc il n'y a plus de raison de le tirer. Mais on est vraiment dans une situation absurde. C'est le rôle, en tout cas, alors de politique, de se prémunir contre ces dangers. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Grégory Laujean, cette réalité, Raphaël Arletta, la réalité des bergers, la dure réalité des bergers, c'est somme toute un paramètre à tenir compte. En tout cas, les années passées n'ont pas fait leurs preuves. Alors oui, c'est un paramètre dont il faut tenir compte, mais je ne suis pas sûr qu'on aille dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de faire croire depuis 25 ans maintenant, avec le retour des premiers loups en 1995, qu'une solution, c'est le fusil. Et beaucoup de gens, en fait, sont encore branchés sur cette solution du fusil, et en partie, cette solution du tir par le fusil, elle est prônée par nos dirigeants politiques, ce qui est une erreur. Il faut absolument que l'on bouge, qu'on bouge le front, et que l'on se déplace plus vers ce qui est la trilogie, cette fois, de la protection des troupeaux, qui comporte les clôtures, les chiens de protection et les bergers. Alors malheureusement, un des grands défauts de cette loi, si elle axe en fait une partie des financements sur la pose de clôture et sur l'acquisition de chiens de protection, elle néglige complètement un aspect, c'est le gardiennage par des bergers. Et là, on aurait voulu voir un lien avec les lois sur l'agriculture pour faire en sorte qu'on revienne à un système éprouvé pendant des millénaires dans nos montagnes, qu'on ait un berger qui surveille les moutons avec des chiens et qui puisse la nuit les parquer dans les clôtures. Si vous allez sur nos alpages, vous voyez encore ces parcs en pierre qui étaient là où on parquait les moutons durant la nuit. Donc là, il y a en le fait gardiennage, on l'entend, plus d'efforts, question de gardiennage. Grégory Laujean, le gardiennage, on l'entend. Est-ce que, pour vous, finalement, un bon loup, c'est un bon loup mort? C'est ça? Alors, ce n'est pas le contexte ici de la loi. Je crois qu'il y a quelque part un déni maintenant de M. Arletta qui ne veut pas, a priori, réguler ce prédateur. Mais restons sur les mesures de protection. On parle des troupeaux, c'est une problématique qui vous est chère. Vous le disiez en entame de débat, c'est une problématique, le pastoralisme, l'agriculture de montagne. Donc pourquoi ne pas choisir d'autres voies que je voudrais quand même pouvoir m'exprimer parce que j'ai été interrompu tout à l'heure. M. Arletta n'est pas interrompu. Donc quand même un élément important, c'est que le loup, s'il n'est pas régulé, pour clore ce chapitre, si le loup n'est pas régulé, il perd la crainte de l'homme. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Il s'approche des habitations. On a eu Grogne, Chara, Vouvry, Orsières, etc. Donc il y a cette problématique. Le loup doit pouvoir être régulé. Ça a été dit en concertation avec la Confédération, et possibilité de recours des organisations environnementales. Concernant les mesures de protection, évidemment qu'il faut des mesures de protection, et elles existent, elles sont parties. D'ailleurs, certaines sont financées, mais après, il faut aussi qu'elles soient réalistes. Aujourd'hui, la plupart des éleveurs font un effort colossal. La plupart, d'ailleurs, engagent des bergers. Il y a les chiens de troupeau. Il y a également des clôtures dans certains cas électrifiées, mais ce n'est pas possible partout, évidemment. Donc après, il y a une proportionnalité à avoir. Il est important de pouvoir réguler, il s'agit bien de régulation, les populations de loups avant qu'elles ne commettent des dégâts irréversibles. Donc pas question d'exterminer le loup. Non, il s'agit aujourd'hui, le loup, maintenant, il est de retour. On ne peut pas débattre sur les raisons de son retour. Maintenant, il faut pouvoir gérer ce retour du loup et le réguler sans quoi c'est la fin du pastoralisme, comme à Bourg-Saint-Pierre, où l'année prochaine, il n'y aura plus de moutons qui seront dans les alpages. Jérémy Savio. Il y aura des vaches, par contre. Ici, on a un exemple criant, en fait, de l'interprétation de ce qu'on entend par un loup qui attire l'attention. Pour Monsieur Laujean, un loup qui traverse une zone avec quelques habitations, comme à l'œil, c'est un loup qui attire l'attention et qui, selon lui, mériterait d'être abattu. Donc, non, un loup qui traverse des zones où il y a des habitants, c'est pas un comportement anormal ou aberrant. Et puis, il faut aussi se poser la question, parfois, si c'est vraiment le loup qui s'approche des habitations ou si c'est pas plutôt les zones urbaines qui s'approchent du territoire naturel du loup. Donc là, il y a aussi une interprétation qui est différente. On va avancer sur cette question du loup parce qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il n'y a pas que le loup dans cette loi. Mais Jérémy Savio, j'aimerais revenir sur un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est la question de la possibilité de tir. Donc il a toujours été possible de tirer le loup, mais le loup restera une espèce protégée. Il faut le préciser aussi, et vous aurez toujours compétence pour vous opposer à des volontés de tir exprimées par les cantons. C'est ça.
Oui, sauf dans le cas des tirs de meute, mais ça, à la limite, c'est un détail. Cette catégorie d'espèces protégées mais régulables, le problème, c'est qu'elle est extensible à l'infini. Donc, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Pour l'instant, on a le loup, on a le bouquetin, on découvre avec l'ordonnance, encore en consultation, qu'il y a le cygne. Et puis, il y avait des vraies velléités de la part de plusieurs cantons et organisations, dont le canton du Valais, d'ajouter le castor, le lynx. Donc, on voit qu'elle est vous aurez extensible. toujours une marge de manœuvre, vous pourrez toujours rester à l'affût des décisions cantonales et intervenir le cas échéant. Alors oui, et sauf si l'autorisation et le tir qui suit sont pris en quelques jours, et là on n'aura pas du tout de possibilité de réagir. Voilà, le loup prend beaucoup de place dans ce débat et dans cette nouvelle loi, mais cette nouvelle mouture ne se limite pas aux seuls prédateurs, elle redistribue aussi certaines compétences entre la Confédération et les cantons. La Confédération garde sous son aile les espèces protégées, sauf les régulables. Et ça, c'est nouveau, Raphaël Arletta. Juste nous dire, qu'est-ce qui est vraiment fondamentalement nouveau dans le transfert de compétences entre la Confédération et les cantons ? Je crois que vous l'avez dit parfaitement. C'est que les espèces régulables seront gérées au point de vue des décisions qui sont prises pour les réguler directement par les cantons, sans qu'il y ait plus, en fait, il y aura une consultation des offices fédéraux, mais il n'y aura plus d'autorisation nécessaire des offices fédéraux. Alors ça, c'est pour moi ouvrir la boîte de Pandore. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien ce qui se passe avec déjà les prédateurs dans ce canton. On a un taux de braconnage, par exemple, du loup, en plus des tirs légaux. Et encore une fois, ici, je ne suis absolument pas contre la régulation du loup, contrairement à ce qu'a dit M. Legend. Cette régulation, si elle est faite démocratiquement en fonction des lois, elle est tout à fait justifiée et je la soutiens. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des espèces comme ça qui subissent un fort taux de braconnage, en plus des tirs légaux. Et je prends le cas du lynx, dont on a vu dernièrement qu'en fait on avait un braconnage rampant qui en fait est soutenu quand même, il faut le dire, par une majorité des milieux de la chasse et qui en plus est organisé sous couvert des services cantonaux. Et ça, c'est quelque chose de grave. Pourquoi ? Parce qu'un garde-chasse, c'est un agent de l'État, c'est quelqu'un qui est assermenté. À ce titre, il représente la justice et quelqu'un qui représente la justice ne peut pas se comporter comme un hors-la-loi. Et donc vous mettez sur la table la question du trop de pouvoir et de la confiance, deux aspects. Et de la crédibilité, oui, de la crédibilité en termes de régulation qui serait faite en fonction de critères qui tiennent compte de la survie de ces espèces. Actuellement, en Valais, on a 12 à 15 lynx indépendants, on devrait en avoir une soixantaine. Et on sait que c'est le braconnage qui en est la cause. On entend Raphaël Arletta dire c'est donner plus de pouvoir aux cantons, trop de pouvoir à des cantons à qui on ne peut pas forcément faire beaucoup de crédit sur ces questions-là. Benjamin Roduit. Écoutez, je suis heureux d'entendre M. Arletta dire qu'il n'est pas contre une régulation. Par contre, j'aimerais bien qu'il me dise du loup. Comment est-ce qu'on peut réguler le loup si ce n'est par des tirs. Or, ces tirs sont ordonnés par des services cantonaux qui sont compétents. Il y a des biologistes comme vous, M. Arletta, dans ces services cantonaux, des professionnels qui connaissent le cheptel, le relief, les mouvements également du gibier, ainsi que des grands prédateurs. Et en plus, ce que la loi rajoute, c'est que les examens qui sont de la compétence de la Confédération, les examens de tir pour les chasseurs, sont extrêmement sévère. Il faut avoir d'excellentes connaissances dans le domaine de la faune, bien sûr des compétences de tir. Que se passe-t-il lorsque l'on rate sa cible ? Comment est-ce qu'on doit agir avec des chiens de rouge pour certains gibiers, la connaissance du terrain, vous dites qu'elle est primordiale. La connaissance, elle est partout. Jérémy Savio, sur la connaissance du terrain, effectivement, qui de mieux que les cantons, justement, pour décider ? Monsieur Roduit essaye de faire passer cette loi et ce débat pour un débat pro-chasse ou anti-chasse, ce qui n'est absolument pas le cas. Je pense que les chasseurs et les gardes-faunes ont de très très bonnes, même d'excellentes connaissances du terrain. C'est aussi le cas des biologistes qui ne sont pas chasseurs. Moi, ce que j'aimerais quand même dire par rapport à la compétence cantonale, il ne faut pas oublier que l'État du Valais soutient une initiative pour un Valais sans grands prédateurs, qui est contraire à la Constitution et qui est totalement inapplicable. Sans grands prédateurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, quand on donne des compétences à un canton qui s'inscrit en porte-à-faux par rapport à la Constitution elle-même, franchement, où est la confiance et la crédibilité d'un canton ? Une réponse, Grégory Legend, le canton qui, en l'espèce, serait jugé parti. Alors, plusieurs éléments. La dernière citation qui vient d'être faite, M. Savio oublie, et pourtant il est député, il devrait le savoir, ou député suppléant, je ne sais plus, mais que ce texte a été adapté et corrigé par le Grand Conseil
que vous venez de citer, il est tout à fait en conformité, la Commission de justice le confirme, avec la disposition fédérale, mais c'est pas l'objet du débat. Le libellé est somme toute assez clair. Le libellé de l'initiative est somme par contre, toute le assez texte clair. parle de prévention et aussi de prévention des dommages. Si vous lisez le texte, parce que le Grand Conseil, dans l'examen de la recevabilité, a pris ses responsabilités et a corrigé le texte. Donc il est faux de dire qu'on ne peut pas faire confiance au comptant, puisque nous avons pris nos responsabilités. Concernant les accusations de M. Orletta, je pense que s'il continue de cette manière, un jour il aura peut-être aussi une dénonciation pénale le concernant, parce qu'il y a des accusations graves, de vieilles affaires qui sont ressorties. Ils sont à tout bout de champ. Il évoque des braconnages. Aujourd'hui, et depuis des années, le braconnage est un délit qui est poursuivi, d'ailleurs poursuivi d'office. Et il y a un grand travail qui est fait aussi. Et je crois qu'on ne peut pas toujours jeter l'opprobre sur toute une corporation. Ça, je ne peux pas laisser passer. Je me lève en faux. Dire aussi que si on veut finalement bien protéger le lynx, comme souhaite le faire M. Arletta, il faut qu'il soutienne cette loi, puisque dans les espèces, bien, le canton n'aura pas finalement la compétence. Là, c'est vraiment la Confédération qui a le lead sur notamment c'est le lynx, le castor, le héron cendré, le halbièvre, où là, le Conseil fédéral ne pourra même pas modifier, c'est le Conseil national. Donc il y a des garde-fous qui sont là. Et enfin, bien, concernant les 3 espèces protégées régulables, notamment le loup qui nous occupe ici, aussi le bouquetin. Il y a 6000 bouquetins en Valais, d'où la nécessité d'une régulation du bouquetin. Là, il est aussi normal que les cantons qui sont proches du terrain puissent le faire avec des garde-fous qui sont tout de même extrêmement costauds, puisqu'encore une fois, c'est en concertation avec l'Office fédéral de l'environnement et enfin, cela a été dit, avec possibilité de recours des organisations environnementales. Raphaël Arletta. Oui, moi je pense qu'il faut dire ici clairement les choses, c'est qu'on est face à une énorme hypocrisie, parce que si on discute avec certains chasseurs, il est clair que le lynx est une espèce qui est braconnée, tout le monde en parle, tout le monde sait que certains gardes-chasse braconnent les lynx. Donc ici on a affaire à une hypocrisie, je dirais, institutionnalisée, et c'est quand même assez grave d'en arriver là. Et cette crédibilité des institutions, elle est vraiment remise en cause. Et quant aux accusations que je porte, je suis prêt à faire la preuve de mes allégations. Là, c'est indéniable, je suis un scientifique, je base toutes mes prises de position sur des faits établis et je suis prêt à faire preuve de mes allégations. Voilà. Oui. Merci pour la précision. J'aimerais que vous restiez effectivement dans la posture du scientifique. Alors, répondez peut-être aux auditeurs à cette question. Pourquoi est-ce que les lynx sont concentrés sur la rive droite du Rhône, dans une densité qui est comparable aux autres cantons? Est-ce qu'il y a peut-être moins de braconniers? Ça, c'est la première chose. Et puis une deuxième chose, une réponse quand même à monsieur Savio. J'ai lu à nulle part dans la Constitution que le loup était protégé. Par contre, nous sommes tenus par la Convention de Berne. Et il est intéressant de savoir que 11 États, dès la signature de la Convention de Berne, ont émis une réserve pour pouvoir réguler le loup. Et la Suisse, eh bien, ce serait le seul pays à se payer le luxe de ne pas pouvoir le réguler. D'accord. Si vous êtes d'accord sur la question du lynx, vraiment en 2 secondes, où je vous renvoie, et je renvoie les téléspectateurs peut-être à ce que vous avez déjà pu écrire, rédiger en la matière. Voilà. On va continuer d'avancer, si vous le voulez bien, la révision de la loi sur la chasse. On en débat. Nous sommes avec Benjamin Roduit, Grégory Laujean, Raphaël Arletta et Jérémy Savio. C'est un pan presque oublié de cette loi, et tout le monde s'accorde à le dire, on en parle très très peu, la protection des mammifères et oiseaux sauvages, qui fait pourtant partie intégrante de cette loi, ça fait partie même du libellé, de l'intitulé de cette loi. Alors si je vous dis qu'il ne s'agit là plus d'une loi de chasse, de régulation que de protection, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure en entame d'émission également, est-ce que je suis dans le vrai ou dans le faux? Plus une loi de chasse, de régulation que de protection. Grégory Laujean, vous dites quoi? Je dis que c'est une loi équilibrée, qui est, bien sûr, la régulation est une partie inévitable, indéniable de la chasse, mais il y a aussi l'aspect protection. Et les chasseurs... Alors, des exemples, s'il vous plaît. Des exemples concrets. Voilà. On va passer de 15 à 3 espèces de canards chassables. Ça, c'est un exemple. Autre exemple très concret, les couloirs pour la faune. 300 corridors pour la faune, ce qu'on appelle couloirs faunistique. Quelques précisions sur ces corridors, qu'on y voit un peu plus clair. Eh bien, c'est très simple. Par exemple, sur les autoroutes, des corridors d'ailleurs intercantonaux aussi qui sont prévus, ça veut dire que les animaux, comme évidemment que le pays se construit, qu'il y a de plus en plus de routes, d'infrastructures, eh bien les animaux ont de la peine à effectuer et à passer. Eh bien, cette loi, finalement, va mettre en œuvre ce qui est prévu depuis des années. Parce que ça fait longtemps qu'on parle de couloirs pour la faune. La Confédération recense 300 passages, mais pour l'instant, il n'y a pas de mesures constructives. Pour l'instant, ils ne sont pas protégés et il n'y a pas de financement. Cette loi prévoit 4 millions pour des couloirs pour la faune, ce qui devrait réjouir précisément les milieux qui se disent défenseurs de l'environnement. Puis une dernière petite remarque, quand même, permettez-moi, tout à l'heure par rapport à ce qui se passe en Valais et à la confiance en nos institutions. Nous avons quand même
l'une des faunes, alors on peut parler sur le terme, Monsieur Savio, mais quand vous allez dans la nature, vous voyez les bouquetins, les chamois, les cerfs, et ça c'est aussi le résultat finalement du service de la chasse qui a réintroduit ces espèces à un certain moment et qui en a fait une bonne régulation. Benjamin Reduit, on va rester dans le camp des partisans de cette loi pour bien comprendre pourquoi vous vous battez pour ce texte. Vous êtes un législateur, vous avez débattu de cette loi donc au Parlement, je le rappelle, mais très franchement, est-ce que la protection de la faune sauvage a été la réflexion, a été l'aiguillon des réflexions de cette nouvelle loi, très franchement? Écoutez, nous sommes là au cœur de la loi. Nous sommes pour préserver la biodiversité dans la faune alpestre, pour protéger des centaines d'espèces. Mais ça a l'air un peu pauvre, si vous permettez, par rapport à les couloirs faunistiques, les canards. Très sincèrement, ça a l'air un peu pauvre. Mais écoutez, au Parlement, on a parlé d'espèces dont je n'avais aucune connaissance, où nous avons élargi la liste de ces espèces protégées. Celles qui peuvent être chassées, ce sont celles qui peuvent faire problème, créer un déséquilibre, soit dans le cheptel concerné, on prend les bouquetins. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réguler les bouquetins, sans quoi la maladie apparaît, la kératoconjonctivite par exemple, sans quoi, eh bien, à l'échelle aussi des bouquetins, il y a une concurrence qui se fait par rapport à d'autres gibiers comme le chamois, qui se réduit comme peau de chagrin. Vous savez que dans la réserve de la Dixence, on dénombrait il y a 15 ans encore plus de 450 chamois. Aujourd'hui, les gardes-chasse sont à peine capables de confirmer qu'il y a une centaine de chamois. Et pourtant, c'est un district franc, donc ce n'est pas le chasseur. Donc là, nous avons des exemples qui sont patents. Le cormoran n'a pas de prédateurs. Donc je comprends que les pêcheurs disent, mais est-ce qu'on veut encore des truites dans nos rivières? Et puis en fait, si on prend le lynx, eh bien, ils se partagent ces zones comme grands prédateurs, eh bien, avec le loup. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai cité la rive droite de la vallée du Rhône. D'accord. Jérémy Savio, vous saluez, somme toute, ces progrès, vous validez, somme toute, quelques progrès dans cette loi, ou pour vous, c'est un raté total? On va être franc, ils me font marrer. Il n'y a pas d'autre terme parce que ce sont des leurs en fait. Ça ne m'étonne même pas, monsieur Benjamin Reduit, que vous n'ayez jamais entendu parler de certaines espèces parce qu'on va mettre sous protection des espèces qui n'ont jamais été observées en Suisse. C'est ça qui est totalement absurde dans ces 12 espèces de canards que soudainement on va mettre sous protection. Il y en a qui n'ont jamais ou presque jamais été observées, donc c'est un leurre total. C'est comme si on venait dire maintenant, allez, on arrête la chasse à la girafe en vallée. C'est totalement absurde. Et puis pour l'argument des corridors faunistiques, c'est déjà une réalité, étant la loi sur les routes nationales, la loi sur les chemins de fer, la loi sur la protection de la nature, oblige en fait les compensations, typiquement dans une mesure comme une nouvelle autoroute. On a déjà des corridors faunistiques qui sont bâtis par-dessus pour favoriser le passage de la faune. Donc finalement, cette loi, elle va renforcer un petit peu une pratique qui est déjà en vigueur. Et puis, il faut quand même être honnête, un corridor faunistique, ça reste un pansement sur une mesure, sur une infrastructure urbaine. Ce n'est pas une réserve naturelle. Une vraie loi équilibrée, avant-gardiste, ambitieuse de la chasse et de la protection des mammifères et des oiseaux sauvages aurait créé des nouvelles réserves naturelles, aurait étendu des réserves naturelles. C'est ça le compromis que les associations avaient demandé aux chambres fédérales et qui a été refusé par 7 des 8 conseillers nationaux valaisans et par une majorité de l'Assemblée. C'est pour ça qu'on a un référendum aujourd'hui. Raphaël Arnetta. Alors, j'ai 3 points à soulever ici. Je commence par les couloirs faunistiques. On va mettre de l'énergie et de l'argent. 4 millions, c'est 2 couloirs faunistiques, 2 ponts sur une autoroute qu'on peut mettre chaque année là-dessus. Indiscutable, ça sera probablement fait. C'est une exigence, comme l'a dit Jérémy Savio, de la loi sur la protection de la nature et du plan d'action biodiversité suisse. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que connecter des habitats, c'est une belle chose. Mais quand vous n'avez pas d'habitat d'un bout à l'autre du corridor, ça ne sert pas à grand-chose. C'est comme si on vous construisait des autoroutes et des voies de chemin de fer à grande vitesse puis que vous n'aviez pas de maison où vous poser. C'est ça qu'on est en train d'essayer de nous vendre. On ne fait rien dans cette loi pour la protection des habitats et on nous fait croire qu'avec des corridors, on règle les problèmes. Et les corridors, ils règlent les problèmes que des grands animaux terrestres. Les oiseaux, ils s'en foutent, par exemple. Maintenant, le deuxième aspect, c'est cette histoire de canards. Il faut arrêter, comme l'a dit Jérémy Savio. Parmi les 15 espèces de canards qui sont actuellement chassées, il y en a 12 qui seront protégées. Vous savez quelle proportion des canards ça représente, ces 12 espèces? C'est 2,4% par année du tableau de chasse. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un peu du foutage de gueule, excusez-moi. On essaye de nous vendre de la marchandise qui est vraiment emballée comme de la tromperie. Et puis ensuite, le dernier problème, c'est que les espèces qui sont actuellement menacées, en péril,
On ne s'en occupe pas dans cette loi. Elles ont été oubliées par les parlementaires qui ne connaissent pas les espèces. On l'a bien vu avec Benjamin Reduit, puisqu'il dit qu'en fait, il ne connaît rien à ces espèces d'oiseaux. Alors, je cite le lièvre brun, le lièvre variable, la bécasse des bois, le tétralyre et le lagopède alpin. En prenant ce dernier exemple, c'est des espèces en péril, menacées, qui sont en train de se déglinguer à cause des changements de l'environnement, du tourisme, du changement climatique. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue de les chasser. Pire, dans un canton comme le Valais, le lagopède, alors qu'on a perdu 50% des effectifs en 2-3 décennies, qu'est-ce qu'on fait? On double le tableau de chasse. C'est-à-dire que chaque lagopède, il a 4 fois plus de pression de chasse au moins sur lui qu'il y a 30 ans. Est-ce que vous estimez que ça, c'est un progrès de la loi? Non. Grégory Laujean, j'aimerais vous entendre justement sur les efforts. Est-ce que vous reconnaissez, somme toute, que la loi aurait dû aller un peu plus loin et sur la question de ces espèces menacées pour le grand public, hein, vraiment, on parle de lagopède, de tétralyre, pour le commun des mortels. Pourquoi continuer? Quel intérêt, mais vraiment très naïvement, de continuer à tirer le lagopède ou le tétralyre, par exemple? Alors, les tétralyres, il y en a à peu près 2100. Si je prends le Valais, pour le Valais, il y en a à peu près 170 qui sont prélevés chaque année. Ce n'est en tout cas pas la chasse qui met en péril cette espèce qui se maintient depuis quelques années quand même à ce niveau de 2000 individus environ. Mais pourquoi, pourquoi continuer il a pu exposer en 3 points sans être interrompu. Alors, on va aussi répondre à M. Arletta. Je m'élève en faux, et notamment quand certaines choses qui sont dites, les couloirs faunistiques ne sont pas un leurre. Aujourd'hui, cet élément, il est prévu pour les nouvelles constructions, mais quand vous avez des constructions existantes, l'argent, il n'existe pas pour l'instant. La Confédération va mettre 4 millions par année pour créer ces liens entre les habitats. Ça, c'est quand même un plus. Alors dire que c'est un leurre, c'est un mensonge. Là, il fait de la rhétorique, ni plus ni moins. La question des canards, on peut bien dire que laissez-moi terminer. Les canards, on dit que c'est 2,3% du tableau de chasse. Certes, parce qu'évidemment que les effectifs du cerf sont beaucoup plus élevés, des chamois, etc. Peut-être que les canards et l'ensemble. 2,4% des canards tirés, pas du tableau de chasse, des canards tirés. Mais c'est quand attention. même des espèces qui sont qui existent quand même et qui sont protégées. Donc c'est faux de dire qu'il n'y a pas une amélioration. Et enfin, alors, il s'étonne. Du grand guignol. Non, ça c'est vous qui le dites, parce que quand on met en avant des mensonges, comme quand on dit, on a vu des publicités dans lesquelles on peut voir qu'il y aurait des safaris pour le lagopède, c'est complètement faux. Et ça, ce sont des mensonges qu'on voit dans vos annonces. Jamais vu ça. Alors. Si, mais j'aimerais juste avoir ma réponse au tétralyre. Pourquoi aujourd'hui continuer, vraiment, pourquoi objectivement continuer de tirer le tétralyre dans le sens où ça aurait peut-être pas coûté grand-chose de dire, voilà, on protège le tétralyre. Quel enjeu derrière le tétralyre et de continuer de tirer le tétralyre? La Confédération n'a pas souhaité légiférer là-dessus, mais le canton pourra ou peut le faire. Il y a déjà eu des interventions et un rapport du canton du Valais qui, pour l'instant, estimait que ce n'était pas nécessaire parce que la chasse, ce n'est pas ce qui met en péril le tétralyre, c'est les autres éléments qui ont été évoqués tout à l'heure et qui ne sont pas en lien avec la chasse. Mais là, on ne peut pas non plus laisser dire n'importe quoi. Et j'aimerais quand même donner 3 chiffres qui sont très importants après, je vous laisserai. Si on prend par exemple les bouquetins, il y en avait en 1970 7000 en Suisse. Aujourd'hui, en 2020, on a 18 500 bouquetins, dont 6 000 pour notre canton. Vous savez qu'en Valais, il y avait seulement 3 500 bouquetins dans les années 2000. Il y en a aujourd'hui 6 000, ça fait 70% d'augmentation. Alors, on ne peut pas dire que toutes les espèces sont menacées. Le cygne tuberculé, 4 400 en 1970, 7 600 aujourd'hui. Le castor, 170 en 1970, 3 500 en 2020. Non, mais pour vous dire que les chiffres qui sont avancés, par M. Arletta sont aussi de l'intox. Donc, globalement, il y a certaines espèces qui progressent et ce que la loi, les espèces qui sont concernées par la loi, c'est précisément les espèces qui ont été en voie d'expansion. Très bien. Je reviens à ma question, Benjamin Reduit. Vous avez été, pas vous, hein, mais le texte a été sévèrement critiqué tout à l'heure. Pourquoi justement ne pas avoir lâché du lest sur certaines espèces ? Mais vous savez, lorsqu'on parle de la Confédération, ou même j'ai entendu le terme de guignol, mais en fait, pendant 2 ans, en commission, on a des rapports solides de biologistes, d'excellents biologistes, aussi, Monsieur Arletta, vous n'êtes pas le seul dans le domaine, qui réussissent à nous convaincre de certaines mesures qu'il faut prendre. C'est vrai que je ne connais pas grand-chose, mais la bécasse des bois, vous pourriez quand même préciser que la loi réduit la période de chasse pour la bécasse des bois. Ben, ça a été présenté dans un rapport, et puis on a été convaincus par les experts. Le 60% du Parlement, le Conseil fédéral. Donc je crois que ce n'est pas à la légère qu'on prend ces décisions. Et puis peut-être pour répondre à M. Savio, en 1986, alors vous n'étiez pas présent, M. Arletta, oui, on a bien protégé une espèce qui n'existait pas, dont on avait dit qu'il était impossible qu'elle puisse revenir en raison de la densité de l'habitat, c'était le loup.
Très bien, très brièvement, on va passer vraiment à l'autre chapitre. Je préfère qu'on avance. Moi, j'aimerais quand même que les partisans de cette loi nous disent, si cette loi est refusée le 27 novembre, quel statut de quelle espèce cela va-t-il aggraver, le fait qu'on n'accepte pas cette loi? Est-ce que vous pouvez me donner des noms d'espèces qui vont voir leur statut s'aggraver parce qu'on refuse cette loi? Oui, je peux vous donner le chamois. Prenez l'exemple, alors dans un autre canton, avec le lynx, qui n'est pas, puisqu'on est trop centralisé sur le loup. Dans le canton de Neuchâtel, le chamois a pratiquement disparu. Dans le canton de Fribourg, il a pratiquement disparu. Le cheptel, puisqu'on a parlé de Bourg-Saint-Pierre tout à l'heure, 269 chamois dans la région du Mourin. Je pense que vous connaissez cette région. Et vous voilà. Et je pense que vous êtes baladé aussi parfois avec lui. Et puis, sur ces 269 chamois, eh bien aujourd'hui, on arrive à peine à en démontrer 40. Et la raison, c'est quoi? C'est quoi la raison de ce déclin? Ah oui, la raison, c'est certainement pas la maladie, c'est certainement pas de manière naturelle que le chamois est appelé à disparaître. Mais la raison, ici, il est le voit prédateur. vice dans cette loi, c'est qu'ils sont déjà en train d'incriminer les prédateurs alors qu'il n'y a aucune démonstration de lien de cause à effet entre la présence du loup et ces espèces de gibier. Arletta, attaque personnelle contre un garde-chasse à nouveau, qui parle d'un garde-chasse ayant le fusil facile. J'espère en tout cas que le garde-chasse a entendu votre parole et que vous serez enfin une fois dénoncé pénalement. Maintenant, voilà, une autre espèce qui a lieu d'être préservée, c'est l'agriculture de montagne. J'aimerais avancer, s'il vous plaît. Si la loi ne passe pas, c'est le pastoralisme. L'agriculture de montagne qui est aussi menacée. Très bien. Vous aurez encore tout loisir, en toute fin d'émission, vous aurez chacun 30 secondes chacun pour nous dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de ce texte en toute sérénité. J'aimerais aborder le dernier chapitre, votation donc dans 2 semaines. Les sondages donnent une avance à la loi, mais l'issue du scrutin n'en demeure pas moins incertaine. Il reste beaucoup d'indécis à convaincre. Alors, votre explication, Jérémy Savio, sur la question de ce nombre d'indécis, il y a à peu près 10% d'indécis à convaincre. Je pense que c'est une loi extrêmement complexe et subtile. Disons, il y a beaucoup de mécanismes dans ce texte qui méritent un petit peu d'esprit critique pour les comprendre. C'est difficile parce que du côté du oui, il suffit de montrer la photo d'un mouton mort pour défendre ses arguments. D'ailleurs, la totalité de l'argumentaire des partisans de la loi tourne uniquement sur le massacre commis par les loups sur les moutons, alors que de notre côté, c'est clair que ça demande un peu plus d'explications. Cette loi, elle paraît tout à fait sympa, raisonnable, équilibrée et favorable à la biodiversité à première vue, mais si on regarde dans le détail, elle introduit des mécanismes très sournois pour permettre, peut-être pas dans un premier temps, mais très bientôt, avec une motion, avec une initiative cantonale, etc., d'étendre à l'infini la liste des espèces protégés mais régulables. Actuellement, loup, bouquetin, cygne. Dans la consultation, le canton du Valais voulait ajouter le lynx et le castor, et puis d'autres espèces encore. Donc, loi compliquée à comprendre. Sur l'explication des 10%, Grégory Lojean, sur la question des 10% de personnes encore à convaincre, comment se fait-il que tout un chacun n'ait pas déjà un avis bien tranché sur la question? Oui, il y a d'autres objets où des fois les indécis sont plus importants, mais je crois effectivement peut-être tout le monde n'est pas concerné au même titre que, finalement, que certains cantons comme les Grisons, le Valais ou Berne pour cette loi sur la chasse. Et peut-être qu'en ville notamment, dans certains centres urbains, la question de la chasse est moins sur la table évidemment de la régulation des espèces, puisqu'ils doivent précisément bien venir passer un week-end en Valais bien pour regarder le résultat. Encore une fois, je crois qu'on peut parler de résultats avec fierté bien du service cantonal de la chasse, où on a encore une fois différentes espèces qui sont relativement bien préservées, et puis ils se sont peut-être moins concernés. Après, concernant alors, les messages des partisans, pour aussi citer les messages des opposants que j'ai dit tout à l'heure, quand on fait croire que finalement le lynx pourrait être abattu, j'ai vu des annonces avec un lynx pour appeler à voter non, alors que le lynx, non mais c'est important, ce qu'a dit M. Savio, le lynx reste protégé avec la loi. Effectivement, le canton du Valais aurait souhaité pour le réguler, mais la Confédération en a décidé autrement. Donc je crois que les opposants usent d'arguments fallacieux également durant cette campagne. Donc là, en tout cas, on n'a pas de leçon à recevoir de leur part. Et puis effectivement, met en avant les dégâts à la faune. Est-ce qu'il y aurait un clivage vraiment pleine montagne? Non, Raphaël Arletta, sur cette question précise, on parle maintenant, on se projette, 27 septembre, bientôt les votations. La régulation du lynx étatique, on ne va pas y revenir, mais c'est quand même un grave problème et il y a une hypocrisie, je le redis encore là derrière, qui est immense. Raphaël Arletta, sur la question justement du scrutin, de cette incertitude, est-ce que vous voyez au final un clivage pleine montagne? Il y a certainement un clivage, peut-être pas pleine montagne, mais région urbaine et région périphérique, parce que je pense que ce clivage, on va l'observer même au sein du Valais. Et ce clivage, il est probablement dû à la proximité des gens par rapport aux problèmes que génère le loup, ça c'est indéniable, mais en même temps, il y a un problème du niveau de compréhension des systèmes écologiques
et d'éducation de la population. En Valais, on a une situation très particulière, c'est que on a une certaine désinformation qui a été véhiculée par certains de nos dirigeants politiques durant des années. C'est-à-dire qu'on a mal éduqué les Valaisans à l'écologie de la faune sauvage. Et maintenant, on a quand même toujours un bassin de population qui ne comprend pas grand-chose. Et on l'assène de slogans avec des panneaux verts sur tous les bords de chemin qui ne veulent pas dire grand-chose. Alors que c'est ce travail d'information qui aurait dû être fait beaucoup plus fondamentalement. Et je pense que le Valais, c'est une exception dans l'approche qu'il a au niveau de ses dirigeants par rapport aux prédateurs et à leur régulation. On a un système écologique semblable à celui des Grisons, mais une attitude, une mentalité qui est complètement différente, avec en fait une espèce de mentalité au sein de nos dirigeants qui est diamétralement opposée à ce qu'on peut rentrer dans d'autres cantons. Toujours sur cette question, projection, sondage, la clé du scrutin pour vous, Benjamin Reduit, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes confiant ou un peu incertain, un peu préoccupé, et sinon la clé? J'espère que le bon sens gagnera les populations urbaines. Tout à l'heure, M. Savio a parlé d'une faute d'un mouton égorgé. Je me rappelle au Parlement, votre collègue vert Bastien Giraud montrait une photo d'un loup, puis en disant c'est ça que vous voulez exterminer. Et je lui ai posé la question, Monsieur Giraud, combien de loups avez-vous vu dans votre vie? Bien sûr, aucun. En ce qui me concerne, et pourtant je ne suis pas un professionnel, eh bien, j'ai déjà rencontré 3 fois le loup dans une meute de 2 loups dans la région du Saint-Bernard, tout près du Mourin. Donc, ce n'est pas un fantasme. Alors, oui, j'ai confiance dans les populations urbaines pour qu'elles signent cette loi qui crée un équilibre, qui permet de résoudre des conflits dans les populations de montagne, en disant ben oui, pour une fois, on vous fait attendez un confiance retournement, aux gens ou en tout cas montagne. que ce 10% vienne plutôt dans votre camp. On va terminer. 30 secondes, comme promis, chacun a 30 secondes pour nous dire, donner ses derniers arguments ou tout simplement une synthèse de ce débat. Grégory Laujean, on commence par vous, s'il vous plaît. 30 secondes pour convaincre les téléspectateurs. Tout d'abord, je suis choqué par ce qui a été dit par M. Arletta, affirmation selon laquelle finalement les Valaisans ne comprennent pas grand-chose. C'est ce qui a été dit, je crois, plutôt qu'ils sont au fait de la réalité et des dégâts du loup. Et cette loi permet justement de pouvoir réguler les populations de loups avant qu'ils ne commettent des dégâts irréversibles pour l'agriculture de montagne et la faune alpestre. Et de l'autre côté, cette loi permet aussi, par des mesures concrètes, ça a été démontré et par l'Office fédéral de l'environnement, par les chambres fédérales, par le Conseil fédéral, on l'a dit, les couloirs faunistiques, d'autres mesures très concrètes en faveur de la faune. Donc c'est une loi équilibrée, raison pour laquelle nous la soutenons. Un pour, un contre, Raphaël Arletta, sans répondre à Grégory Laujean, c'est votre appréciation finale. Oui, alors moi j'aurais 4 points. Si vous pensez que les espèces en péril ne devraient plus être chassées, premièrement. Deuxièmement, si vous pensez que la chasse au trophée de bouquetin devait être abolie et non pas élargie au site de protection de la faune, un élément dont on n'a pas parlé aujourd'hui, si vous pensez qu'il n'est pas normal que le lynx soit systématiquement braconné en vallée et même sous couvert étatique, enfin, si vous pensez que nos plus grands refuges de faune, les districts francs fédéraux qui sont renommés sites de protection de la faune, ne devraient pas être ouverts à la chasse au loup et au bouquetin, vous avez déjà 4 raisons de voter non. Benjamin Reduit, même exercice. Pourquoi défendre, voter, se mobiliser derrière cette loi? Parce que j'ai beaucoup plus confiance dans l'homme, qu'il soit valaisan, qui vienne des Grisons ou de Zurich, pour gérer les conflits entre les grands prédateurs et puis les populations de montagne, que les animaux sauvages qui agissent sans discernement. C'était bref, moins de 30 secondes, et à vous la parole, Jérémy Savio, député Les Verts. Cette loi, elle est dangereuse parce que les partisans essayent de faire croire aux agriculteurs de montagne qu'en acceptant, ça va sauver leur pratique, ça va sauver leur profession. En réalité, cette loi, elle va apporter aucune aide supplémentaire, concrète, mesures, financement, etc. pour la protection des troupeaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faciliter les tirs, y compris dans les sites de protection de la faune. D'abord, loup, bouquetin. Ensuite, sous la pression des lobbies et du canton du Valais, lynx, castor, héron, etc. Tout ça sur la base de critères très flous que les cantons pourront juger de manière arbitraire. Et puis de l'autre côté, on refuse de mettre enfin sous protection, c'est ce qu'on demande depuis des décennies, des espèces qui sont menacées, des espèces sur la liste rouge en déclin et qui sont toujours chassables au jour d'aujourd'hui. Donc c'est une loi qui est unilatérale, c'est une loi de chasse, ce n'est pas une loi de protection de la faune, ce n'est pas un compromis, il faut voter non. Très bien, merci à vous 4 d'avoir participé à cette émission. Le débat est clos pour ce soir du moins. Votation, on le rappelle, le 27 septembre. La semaine prochaine, Canal 9 se met en mode communal. À très bientôt pour un prochain débat. Très belle soirée à vous.